Bonjour Maxence Arnoux, nous sommes l'IFSA France, l'association internationale des étudiants en foresterie, et nous sommes aujourd'hui ensemble en forêt de Brin de Nancy dans le cadre d'un projet en partenariat avec le programme Orion, Oser la recherche, qui consiste par une série d'interviews à faire découvrir les métiers autour de la recherche. Vous êtes chercheur au sein d'AgroParisTech. Nous allons discuter de votre métier, de vous, de votre vécu et du monde de la recherche. Pouvez-vous vous présenter brièvement ? Bonjour l'IFSA, je m'appelle Maxence Arnoux, je suis enseignant-chercheur à AgroParisTech à Nancy. Mon métier il se décompose aujourd'hui en trois parties. La première partie, donc, je suis enseignant, donc mes enseignements portent sur la gestion forestière. Je suis chercheur et ma recherche porte sur la conduite de l'innovation et la concertation territoriale pour répondre aux grands enjeux et défis forestiers d'aujourd'hui. Et puis je suis également gestionnaire des forêts d'AgroParisTech, donc une forêt dans lesquelles on est aujourd'hui. Ok. Et quel a été votre parcours ? Alors moi j'ai démarré mon parcours universitaire par un BTS en gestion forestière, en alternance. Donc BTS que j'ai fait à Mirecourt, en alternance dans une coopérative forestière, donc une coopérative qui a pour objectif de gérer des propriétés forestières privées. Ensuite, j'ai fait une licence professionnelle donc en commerce international du bois à Reims. Ensuite, j'ai fait le master d'AgroParisTech en partenariat avec l'Université de Lorraine, donc un master bois, forêt et développement durable. Et puis ensuite, après le master, j'ai fait un doctorat. Mon doctorat était multidisciplinaire entre sciences forestières et sciences de l'innovation. Et l'objectif de mon doctorat, moi, c'était de construire un cadre méthodologique pour justement accompagner l'innovation dans le secteur forestier. D'accord. Et à la fin de mon doctorat, j'ai intégré AgroParisTech dans le poste dans lequel je suis aujourd'hui. D'accord. Et en quoi consiste concrètement votre métier ? Alors mon métier, il consiste, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en trois parties. Donc, une première partie donc, d'enseignement où je vais donc, proposer et puis assurer des enseignements en cursus ingénieur et puis en cursus master. Les enseignements, donc moi je les fais de différentes façons. Il y a des cours magistraux en amphithéâtre, des cours aussi sur le terrain, que ce soit à la journée où j'emmène les étudiants voir différents types de forêts, des exploitations forestières, et puis des tournées aussi où j'emmène les étudiants en Aquitaine, dans le nord de la France, voilà, voir d'autres contextes forestiers. Ça c'est pour l'enseignement. Pour la recherche, alors moi ma recherche elle se décompose en deux parties, une partie plutôt bureau et une partie plutôt terrain. Donc on va dire une partie bureau où je réfléchis sur les différents concepts, théories que je vais mobiliser. J'analyse aussi ce que font d'autres chercheurs dans d'autres pays à l'international pour m'inspirer, pour m'appuyer sur des recherches existantes. Et puis ensuite développer les concepts plutôt théoriques sur le terrain, où là, moi je suis au contact des acteurs de terrain, des propriétaires forestiers, des gestionnaires forestiers, des associations, des élus. Et puis je vais proposer des méthodes de concertation multi-acteurs pour essayer qu'un industriel se mette d'accord avec une association, se mette d'accord avec un propriétaire pour pouvoir accompagner, moi je vais dire une co-construction de solutions aux défis forestiers, mais une co-construction qui va être partagée et qui va être définie avec l'ensemble des acteurs d'un territoire. Donc il y a vraiment une partie bureau où on réfléchit à comment ensuite on va aller sur le terrain et puis mettre en œuvre sur le terrain pour répondre à aux différents enjeux. Et puis la troisième partie de mon métier, c'est la gestion des forêts d'AgroParisTech. Donc là, c'est une gestion forestière où on va venir marquer des bois pour les coupes de bois, on va venir planifier les différentes interventions qu'on va faire en forêt, je vais venir gérer les exploitations, commercialiser les bois, voilà, ça c'est mon quotidien. D'accord. Du coup, c'est vos activités, les activités quotidiennes autres, vous en avez... Oui, alors après avec mon métier, par exemple ma recherche, je vais régulièrement présenter ma recherche dans des conférences internationales, je rédige des articles scientifiques que je publie dans des journaux internationaux, je vais aussi présenter mes recherches auprès des décideurs publics, donc voilà, je vais maintenant de plus en plus
soit voir des élus locaux, soit au ministère aussi pour présenter ma recherche et les résultats. Je peux participer aussi voilà, à des réflexions nationales sur la gestion forestière durable, sur l'adaptation des forêts au changement climatique. Donc voilà, avec mon métier, je suis amené aussi à être sollicité et puis à participer à différents comités, discussions sur la gestion forestière au sens large. Ok. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus et le moins dans votre métier? Alors moi, ce qui me plaît le plus, c'est la diversité des activités que je mène. Hein, comme je vous l'ai un petit peu expliqué, il y a de l'enseignement, il y a de la recherche, il y a de la gestion des forêts. Donc le fait en fait d'être au cœur de différentes fonctions, si je peux dire ça, ça me plaît. C'est-à-dire que je fais de la recherche, je suis au contact de chercheurs, je suis au contact, comme je vous l'ai dit, de différents acteurs, avec des propriétaires, des bûcherons, des décideurs publics. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et puis je suis sur le terrain aussi avec la gestion des forêts. Donc je suis vraiment, on va dire, à l'intersection de la formation, la recherche, la gestion forestière pratique, et puis les politiques publiques. Donc ça, c'est vraiment ce qui me plaît, cette diversité-là. Après, ce que j'aime le moins, c'est compliqué à répondre. Je ne me suis pas tourné vers la question. Non, je dirais peut-être, allez, pas ce que j'aime le moins, mais ce qui est compliqué à trouver, c'est un équilibre entre toutes ces différentes activités-là. C'est-à-dire que c'est bien trouver l'équilibre pour pouvoir faire le maximum de choses, bien les faire. Et l'équilibre, il est parfois assez compliqué à trouver, parce qu'on peut être des fois plus attiré par une fonction plutôt qu'une autre. Et donc je dirais voilà, des difficultés plutôt, des choses que j'aime le moins, c'est vraiment bien trouver l'équilibre quotidien entre voilà, les différentes activités que je peux mener dans mon poste. Ok. Et ce poste, est-ce qu'il correspond à ce que vous aviez imaginé avant de le faire? Alors, après ma thèse, oui. Parce que pendant ma thèse, on va dire, où j'ai, c'est au moment de ma thèse que j'ai rencontré le monde de la recherche, le monde de l'enseignement, et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire une carrière dans l'enseignement supérieur, dans le monde académique, mais tout en restant sur le terrain. C'était aussi un objectif pour moi, c'était d'avoir toujours un pied sur le terrain, parce que je vais vous expliquer après. Moi, je viens du terrain. J'ai grandi dans la gestion et l'exploitation forestière. J'ai une famille de forestiers, je vous expliquerai juste après. Donc moi, durant ma thèse, je me suis dit, une carrière dans le monde académique, oui, mais tout en essayant de rester sur le terrain, à la fois le terrain pratique, c'est-à-dire la gestion forestière, et puis aussi être au contact des acteurs des territoires. Ça c'est important. C'est ce qui m'a, on en parlera peut-être après, mais c'est ce qui m'a aussi donné l'envie de faire une thèse, et de faire une thèse pour accompagner les acteurs à co-construire des solutions, donc être à leur contact quotidien. Ok. Et quelle part, du coup, votre métier prend-il dans votre vie? Alors, justement, c'est une bonne question, parce que je parlais d'équilibre tout à l'heure dans la vie professionnelle, entre les activités, et il y a aussi un équilibre à trouver avec la vie privée. Alors, c'est vrai que moi, je ne compte pas mes heures, j'essaye de faire le maximum de choses dans mon métier, j'essaye de le faire du mieux possible, sans compter mes heures. Mais effectivement, j'ai une vie privée à côté. Et donc, mon métier prend une grosse part dans ma vie. Mais j'essaye toujours d'avoir cet équilibre avec ma vie privée. J'essaye de me mettre aussi certaines limites pour pouvoir garder des activités autre que professionnel, d'avoir une vie de famille. Je m'oblige et je me mets des limites pour pouvoir justement garder cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais l'équilibre est parfois pas simple à trouver. Oui, c'est sûr. Et pourquoi devenir chercheur? Alors pourquoi devenir chercheur? Eh bien, tout a démarré quand j'ai fait ma thèse. J'ai rencontré le monde de la recherche. Être chercheur, ça permet de travailler sur des sujets, moi en tout cas pour ma part, ça me permet de travailler moi sur des sujets qui me passionnent. Alors déjà le sujet forestier, le monde forestier, moi c'est une passion avant d'être un métier.
le fait aussi de pouvoir aider les acteurs et accompagner les acteurs dans la réponse aux grands défis forestiers, changement climatique, transition écologique, ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne aussi, où j'essaye d'apporter des méthodes, des outils pour pouvoir les accompagner dans leur réflexion, dans leur construction d'action. Et puis, moi, ça me permet aussi de pouvoir avoir une expérience nationale, internationale, pouvoir travailler avec une multitude d'acteurs différents. Et ça, je trouve ça important. Et puis, voilà, chercheur pour aussi, quelque chose qui est important, c'est pouvoir répondre aussi à l'intérêt général, parce que moi je fais de la recherche, mais de la recherche action, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai une partie au bureau et une partie terrain, et donc l'objectif c'est vraiment d'apporter un maximum d'éléments à l'intérêt général, à la société, et donc d'essayer d'aider la société à répondre aux grands défis dans lesquels on est aujourd'hui. Et auxquels on va devoir répondre dans les années futures. Donc il y a vraiment une volonté, moi, d'aider du mieux que je peux et comme je peux le faire, la société et puis le secteur forestier. Ok. Et quels sont les types de personnalités, manières d'être qui sont recherchées dans un recrutement? Pour la recherche? Oui, même enseignant-chercheur. Alors, je pense que tout d'abord, encore une fois, moi je viens de démarrer ma carrière, donc j'ai une vision de jeune chercheur. Un chercheur plus expérimenté aura une autre vision, ça c'est sûr. Donc moi en tant que jeune chercheur, je trouve que être chercheur, il faut... je dirais qu'il faut accepter de faire des heures. Voilà, ça c'est déjà. Il faut accepter de faire des heures. Il faut accepter des fois de passer du temps sur beaucoup de choses qui ne vont pas forcément avoir des résultats derrière, parce que des fois on peut passer beaucoup de temps à faire des expérimentations. Les résultats ne sont pas forcément bons. Hein. Donc il faut vraiment accepter le fait de faire des heures des fois pour avoir des résultats. Pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu imaginer ou penser avant. Ce qui est recherché aussi, c'est donc c'est cette capacité en fait. Ce qui est recherché, c'est cette résilience, moi j'appelle ça, cette résilience de toujours faire et de se relever quand on n'y arrive pas et d'essayer de continuer. Donc c'est le côté vraiment résilience. Après il y a le côté, moi dans les recherches que je mène, il y avait le côté aussi pouvoir savoir animer à un écosystème d'acteurs, c'est-à-dire que moi je travaille au quotidien avec les acteurs, on va me demander de savoir animer les discussions, les réflexions avec les acteurs, de pouvoir essayer de résoudre des conflits aussi entre les acteurs. Un industriel qui peut avoir des conflits avec une association environnementale, c'est d'essayer par du relationnel, des outils, de pouvoir résoudre ces conflits-là. Il y a aussi cet aspect ce qui est recherché, cet aspect d'animation, de conduite, de réflexion multi-acteurs. Il y a le côté aussi, alors ça c'est plus pour le côté enseignement, mais il y a savoir aussi être pédagogue quand on va donner des cours, ça c'est important, parce que vous avez beau être très bon technicien, si vous n'êtes pas pédagogue, c'est compliqué de transmettre votre savoir, donc il y a ces aspects-là aussi, cet aspect d'être pédagogue dans ce qu'on va faire. Et puis ce qui m'a été demandé aussi, c'est à peu près les principales choses, principaux éléments. Je réfléchis, mais voilà. Alors après, ce qui est demandé aussi beaucoup en recherche, c'est forcément on est chercheur sur une spécialité dans une discipline, donc c'est d'être compétent dans sa discipline, dans son sujet. Donc là forcément on m'avait demandé de prouver que ce que je fais en recherche, dans ce que j'ai fait dans ma thèse, je peux le répliquer et l'améliorer dans le cadre de mon poste. Donc il y a aussi des choses très c'est moins général, ça c'est plus technique, propre à chaque sujet, quoi. Et du coup, est-ce que vous pensez que la filière que vous avez choisie pour arriver jusque-là était la mieux, quoi, ou est-ce que... Je sais pas si c'était la plus adaptée. Honnêtement, je sais pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que
mon parcours, il a été ce qu'il a été. Il a évolué au fil du temps parce que moi, alors je vais répondre je vais expliquer d'où je viens là dans cette question-là parce que ça va me permettre ensuite de répondre à la question. C'est que moi, au départ, moi, je suis originaire des Vosges. J'ai une famille de forestiers. Je suis issu d'une famille de forestiers. Hein, mon grand-père était bûcheron, mon oncle est bûcheron, mon père exploitant forestier. Donc moi j'ai grandi dans l'exploitation forestière, la gestion forestière. On est propriétaire forestier aussi, donc j'ai grandi aussi en gérant nos propriétés familiales. Et au départ, je voulais être technicien forestier, moi, dans une coopérative ou voilà, je voulais gérer à l'ONF, je voulais gérer des forêts. Donc c'est pour ça que j'ai fait un BTS. C'est pour ça que j'ai fait une licence. Et puis au fur et à mesure, j'ai eu des opportunités qui ont commencé à se dresser, et notamment avec le master que j'ai fait à AgroParisTech, où là j'ai souhaité plus prendre des postes à responsabilité dans des organismes de gestion forestière. Et puis ensuite, à la fin de mon master, je me suis dit pourquoi pas continuer. Je ne savais pas trop comment faire. Et puis c'est là que je me suis dit moi j'aimerais bien pouvoir bosser sur un sujet qui est la réponse aux enjeux forestiers, mais le faire de façon multi-acteurs, parce que je voyais que dans le secteur forestier il y avait beaucoup de tensions, de conflits, les acteurs n'étaient pas forcément d'accord, et donc c'était comment je pouvais améliorer les relations entre les acteurs pour pouvoir répondre aux défis forestiers. Donc c'est là que j'ai proposé et j'ai co-construit en fait mon sujet de thèse avec mes directrices de thèse, donc Myriam Fournier qui est présidente de l'INRAE Grand Est, et puis Laure Morel qui est directrice donc, de l'ENS-GSI, donc l'école en génie des systèmes et l'innovation qui est à Nancy. C'était mes deux directrices de thèse et on a commencé à co-construire ce sujet de thèse autour de la conduite de l'innovation et l'accompagnement de la concertation multi-acteurs. Donc en fait mon parcours, moi, il n'est pas tracé au départ, il s'est fait petit à petit en fonction des opportunités, des connaissances que j'ai acquises, et donc je suis arrivé jusque-là par étapes. Oui. Mais je me suis jamais dit quand j'étais au lycée, je veux être chercheur. Okay, ça c'est arrivé au début de ma thèse. Ok. Est-ce que vous constatez une évolution du profil au fil des années ? Oui, ça oui, c'est ce qui m'a permis d'en être là et de mûrir ma carrière, et puis encore maintenant d'ailleurs, hein, parce que dans 10 ans, je ne sais pas où je serai peut-être dans la recherche ou pas, je ne sais pas, normalement oui. Et l'objectif c'est de continuer dans le monde de la recherche, mais au fur et à mesure effectivement, que ce soit par les formations universitaires, que ce soit aussi par la pratique. Moi mon profil, je pense que j'ai mûri par les formations, mais par la pratique aussi, beaucoup la pratique au départ d'ailleurs. D'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des acteurs, de voir par mes propres yeux ce qui se passe vraiment sur le terrain. Ça c'est important. Enfin moi je pense que ça c'est important. C'est pour ça que d'ailleurs dans mon poste actuel, j'ai souhaité absolument conserver une partie terrain. Pour ne pas être déconnecté en fait de ce qui se passe vraiment sur le terrain, et puis que le terrain puisse nourrir ma recherche et que ma recherche puisse nourrir mon terrain. Parce que c'est ça aussi qui est important. Tout à l'heure je parlais d'équilibre, et l'équilibre il est là aussi, c'est que pour trouver un équilibre, il faut que en tout cas dans mon poste, il faut que j'arrive à nourrir chaque activité par une autre. La recherche nourrit l'enseignement nourrit la recherche nourrit la gestion, nourrit mon travail sur les politiques publiques, et tous nourrit. Et donc c'est ce qui permet de mûrir en fait. Et donc d'être au contact de ces différentes activités-là, ça me permet toujours de mûrir mon profil. Et au cours de mes formations, je dirais que c'était beaucoup le terrain qui m'a permis de mûrir, d'améliorer mon profil. Et puis les formations forcément, parce que, et notamment, je pense que le plus gros palier, avec du recul, là, ça a été pendant ma thèse, parce que là, on découvre le monde de la recherche, on se confronte à des problématiques auxquelles j'aurais jamais pensé avant. On doit tisser des partenariats, des collaborations. C'est vraiment la thèse a été vraiment une super expérience, et une super expérience formatrice pour aujourd'hui. Ça c'est clair.
Ok. Et du coup, vous trouvez que l'évolution du métier, il est en évolution en même temps que le profil des personnes qui l'intègrent? Alors, c'est-à-dire, ça veut dire que... alors, ouais, je veux dire, l'évolution du profil, je pense qu'il dépend de chaque personne. Ouais. Et peut-être des personnes qui auront franchi un palier plus rapidement que d'autres un peu plus tard. Je pense que ça dépend des personnes. Mais en tout cas, voilà, moi pour ma part, je parle de mon profil parce que c'est celui que je connais le mieux. Je pense que mon plus gros palier, il a été durant mes 3 ans de thèse. En fait. Voilà. Mais après, peut-être que certains qui auraient eu le même profil que moi, vous auriez dit, bah non, moi ça a peut-être été avant, peut-être que ce sera après. Ok. Voilà. Et quels sont les lieux de formation que vous recommanderiez? AgroParisTech. AgroParisTech. Non, mais pour avoir fait le master AgroParisTech, pour avoir fait ma thèse alors à l'INRAE, mais en partenariat avec AgroParisTech, et pour pouvoir travailler à AgroParisTech aujourd'hui, voilà, moi je dirais que AgroParisTech c'est une super école, c'est une formation qui est complète. Alors je parle de Nancy parce que je connais bien Nancy. Et pour Nancy, c'est vraiment voilà, que ce soit les différents domaines, différentes spécialités qu'on peut y trouver. Donc je recommande AgroParisTech Nancy pour la qualité de la formation, pour la diversité des choses qu'on voit en formation. Et puis derrière, pour les métiers qu'on peut exercer derrière, parce que c'est la formation, derrière il y a des métiers. Et donc à la sortie d'AgroParisTech, on le voit dans le domaine dans lequel on est, que ce soit l'environnement ou forêt, quand vous sortez d'AgroParisTech, bah, vous avez derrière du travail. Et donc ça c'est important. Après, je recommande aussi, moi pour ma part, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, alors au début, moi le BTS en gestion forestière m'a beaucoup aidé en fait, et en alternance. Okay. Alors je vais parler d'alternance parce que c'est ce que j'ai fait et ça m'a beaucoup aidé. Le côté théorique, formation, et le côté pratique en entreprise, c'est vraiment quelque chose moi qui m'a... Pareil, là j'ai franchi un cap ces 2 ans de BTS là, parce que le fait d'être en entreprise assez jeune, à 18 ans, après le bac, ça responsabilise, vraiment. Vous allez au contact de propriétaires, vous avez 18 ans, vous allez au contact d'entrepreneurs de travaux forestiers, de bûcherons, il faut mettre en place des chantiers, ça responsabilise tôt, et là vous êtes devant des choses concrètes alors que vous sortez du lycée, quoi. Donc l'alternance, moi ça m'a beaucoup aidé. Et puis après, je recommande aussi, donc j'ai parlé donc AgroParisTech, BTS, je fais dans le désordre, mais c'est ce qui me vient en tête. Et puis une autre école, moi, alors là, que j'ai, moi mon doctorat, je l'ai fait entre deux laboratoires. Donc il y a eu l'UMR Silva de l'INRAE, et puis l'ERPI de l'Université de Lorraine. Donc l'ERPI, c'est un laboratoire qui s'appelle l'équipe de recherche sur les processus innovatifs, qui est à Nancy. Et donc l'ERPI est rattaché à une école qui s'appelle l'ENSGSI, donc l'École nationale supérieure en génie des systèmes et de l'innovation. Donc je recommande cette école-là aussi, parce que c'est une formation. Moi je l'ai vu un peu loin dans ma thèse, mais j'étais au contact des personnes qui travaillent dans cette école-là, l'école d'ingénieurs-là, et qui font de la recherche aussi, parce que moi j'ai fait de la recherche dans ce laboratoire-là. Et là c'est vraiment une école qui vous donne toutes les compétences dans la conduite de l'innovation, qui vous donne des compétences pour maîtriser les méthodes et les outils, soit innovation en entreprise, innovation territoriale. L'école qui vous donne des compétences sur le management de l'innovation, sur des outils d'aide à la décision, sur comment gérer un écosystème multi-acteurs. Et on le voit aujourd'hui avec le contexte actuel, c'est vraiment des compétences dont on a besoin. Et c'est vrai que moi, cette double compétence-là que le doctorat m'a permis d'avoir, aujourd'hui, elle est primordiale. C'est-à-dire que d'avoir une compétence technique issue d'AgroParisTech et des formations forestières que j'ai pu avoir, et puis une compétence, on va dire, plus générale sur le management de l'innovation, sur comment on va discuter avec les acteurs, comment on les fait travailler entre eux, cette double compétence-là, voilà, moi je trouve qu'elle est extrêmement importante. Elle me sert au quotidien et on le voit dans les besoins des entreprises aujourd'hui.
dans certaines entreprises, cette double compétence-là, elle est recherchée, quoi. D'accord. Voilà. Donc, je trouve que, c'est ce que je dis aux étudiants, par exemple à AgroParisTech, il faut être bon techniquement sur le secteur dans lequel on travaille, et puis aussi avoir des compétences plus générales sur le management d'un projet, la conduite de projet, au sens large, quoi. Ok. Et du coup maintenant une question un peu plus votre avis. Vous travaillez dans un laboratoire de sciences forestières, et pour vous, qu'est-ce qu'une forêt? Qu'est-ce qu'une forêt? Alors une forêt, il y a une définition d'une forêt, de la FAO. Donc moi je me base sur cette définition-là. Ça c'est la définition vraiment au sens théorique, on va dire. Après, je veux dire plutôt donc ça c'est la définition que moi je reprends. Après ma vision de la forêt, ou en tout cas ce que je peux... pour moi une forêt, donc c'est un espace naturel, où on fait de la sylviculture, donc on fait de la gestion forestière pour faire pousser des arbres. C'est une forêt, on va retrouver différents services. Une forêt, elle va produire des services, on va produire du bois pour les filières, on va préserver la biodiversité, on va accueillir du public, on va avoir des aspects aussi de paysage, avoir des belles forêts. Donc il y a améliorer la qualité de l'eau, stocker le carbone. Donc pour moi une forêt c'est un ensemble de services. Et le plus dur aujourd'hui, c'est de pouvoir concilier tous ces services-là. Donc moi une forêt c'est ça. Une forêt aujourd'hui c'est aussi un espace naturel qui est sensible, qui subit des attaques sanitaires depuis quelques années, avec de nombreux dépérissements. Donc c'est aussi une forêt, c'est aussi un espace qu'on doit préserver, qu'on doit adapter. Toujours en répondant aux services que je viens de donner. On doit par exemple adapter les forêts et puis aussi pouvoir fournir du bois pour répondre aux besoins en bois qu'on va avoir dans la construction, dans le papier, etc. C'est un ensemble c'est un espace naturel avec un ensemble de services. Au-delà de la définition théorique de la FAO, c'est un espace naturel boisé qui fournit un ensemble de services à la société. Parce que c'est nous, la société, qui profitons de ces services-là, que ce soit dans la construction, que ce soit pour la biodiversité, que ce soit pour aller se promener. Un petit peu, plutôt, c'est pas une définition, mais plutôt une vision d'un espace forestier. C'est parfait. Maintenant, on va poser quelques questions sur l'avenir, le futur domaine de la recherche et du métier. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, referiez-vous le même parcours? Alors, si j'étais sûr d'avoir le poste que j'ai aujourd'hui, je le referais là-dessus. Mais si j'étais pas sûr d'avoir le poste là et mon poste d'enseignant-chercheur, je pense pas que je referais le parcours là, parce que au lycée, je me serais dit j'ai envie de faire tel métier, et donc peut-être que la voie, le parcours est tout tracé, c'est celui-là. Moi, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai fait un parcours plutôt par étapes, où je me suis dit, je fais un BTS, tiens, oui, j'arrive, ça me plaît, je continue, je vais voir un peu plus loin, puis ensuite je fais la licence, ensuite je vais voir encore un peu plus loin pour le master, puis ensuite je vais voir encore un peu plus loin pour le doctorat, et donc j'ai fait par étapes. Comme je vous l'ai dit, c'est durant mon doctorat que je me suis dit, je vais être chercheur, je vais être enseignant-chercheur. Mais au lycée, j'en avais aucune idée. D'ailleurs, je ne savais pas que ce métier existait. Je veux dire, au lycée. Et donc voilà, c'est-à-dire que je pense que c'est ça, peut-être moi, par rapport à mon profil, d'avoir fait un parcours par étapes qui m'a conduit jusqu'ici. Et je pense que c'est grâce à ce parcours-là que j'en suis là aujourd'hui. C'est ce parcours par étapes-là. Ça, j'en suis persuadé. Mais si j'avais eu une idée déjà toute tracée au lycée ou à bac plus 1, juste après le bac, j'aurais fait un parcours tout tracé qui m'aurait conduit au métier dans lequel je suis. Donc voilà. Donc
je pense que si j'étais sûr, pour répondre à la question, pour conclure, si j'étais sûr d'avoir le métier que j'ai aujourd'hui, je referais ce parcours par étapes. Si j'étais pas sûr, je pense que je ferais un parcours différent. Ok. Et selon vous, qu'est-ce qui vous reste à accomplir? Qu'est-ce qui me reste à accomplir? Alors déjà, ma carrière de chercheur, donc là, passer mon HDR, donc mon habilitation à diriger des recherches. Ok. Ça, c'est le prochain diplôme après que je vise. Hein. Ok. Donc là, ce qui me permettra de diriger des thèses, hein, voilà, d'encadrer des thèses. Et puis ensuite, d'essayer d'être professeur ensuite. Hein, voilà, donc d'être professeur hein, AgroParisTech. Ok. Pour l'instant, je suis enseignant-chercheur. Donc d'abord passer l'HDR et puis ensuite être professeur, hein, donc professeur comme des universités hein, pour l'enseignement supérieur. Moi, AgroParisTech, c'est le ministère de l'Agriculture, donc professeur du ministère de l'Agriculture. Ça, c'est l'objectif. Voilà ce qui me reste à accomplir. Ça, c'est plutôt pour les fonctions. Oui. Maintenant, dans la vie de tous les jours, je dirais, ce qui me reste à accomplir, c'est donner le meilleur de moi-même dans l'enseignement pour pouvoir donner des cours de qualité aux étudiants, pouvoir les former pour qu'ils aient en tout cas tous les outils nécessaires pour pouvoir répondre aux enjeux qu'on connaît aujourd'hui, notamment l'adaptation des forêts au changement climatique. Et puis pour la recherche, eh bien, c'est encore une fois de donner un maximum d'outils, de méthodes aux acteurs, à la société, pour aussi répondre aux grands enjeux qu'on connaît aujourd'hui. Et donc pour ça, d'essayer de fournir la meilleure réflexion possible, d'avoir les meilleures méthodes possibles aussi pour pouvoir conduire moi dans mon cas, hein, c'est conduire des concertations territoriales, conduire des projets multi-acteurs. Voilà ce qui me reste à accomplir, donc d'un point de vue fonction, puis d'un point de vue plutôt pratique. Oui, d'accord. Et dans 20 ans, comment imaginez-vous idéalement le travail d'un chercheur dans un laboratoire? Dans 20 ans? Ouais. Alors, c'est une bonne question. Comment j'imagine ça? Je pense que, alors bien sûr, avec la technologie, l'intelligence artificielle, je pense qu'il y aura beaucoup de changements. D'ailleurs, quand vous discutez avec des anciens chercheurs il y a 20 ans, c'était complètement différent. Donc moi, j'ai pas ce recul-là, mais en discutant avec ces chercheurs-là, ils disent qu'aujourd'hui, ça a complètement changé. L'accès à la donnée, la recherche aussi de différents articles, il y a tout un... Avec l'avancée de la technologie, voilà, tout le métier a changé, notamment sur l'accès à la ressource et à la donnée. Je pense que dans 20 ans, on s'imagine pas, je pense que je n'imagine pas comment le métier aura évolué. Mais voilà, alors, le métier de chercheur, je pense qu'il y aura des nouveaux logiciels, il y aura des nouveaux outils qui permettront d'aller encore plus vite, qui permettront d'avoir encore un accès plus rapide à la donnée, peut-être des outils qui permettront de collaborer plus facilement à l'international avec des collègues. Voilà. Après, il y aura peut-être toujours, moi, dans ma recherche, ce côté besoin d'aller sur le terrain, d'aller au contact des acteurs. Ça, je pense que ça ne changera pas. Toujours aller au contact des acteurs, les former, leur fournir des méthodes, des outils pour qu'ils puissent répondre toujours aux enjeux qui seront les mêmes, et puis d'autres, il y en aura d'autres, je pense, dans 20 ans. Je pense qu'il y aura aussi toujours dans mon métier le côté... alors, gestion forestière, je pense que ça va évoluer aussi dans 20 ans. Que ce soit au niveau de la gestion, je pense qu'il va y avoir une avancée dans la gestion forestière, peut-être des outils qui vont nous permettre depuis le bureau de pouvoir gagner du temps, de pouvoir peut-être suivre même des dépérissements, suivre même nous faire gagner du temps sur le terrain. Il y aura peut-être aussi des machines qui seront automatisées, peut-être, un nouveau type de tronçonneuse ou de batteuse, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que c'est compliqué de s'imaginer là, mais oui, avec la technologie, c'est sûr qu'on aura... on fera pas le même métier. Je pense qu'on fera pas le même métier. Mais comme ça ne concerne pas que le métier de chercheur, hein, je pense que ça concernera beaucoup de métiers. Ok.
Quel conseil auriez-vous pour un jeune de 20 ans qui s'intéresse au métier? De la recherche? Oui. Alors, quel conseil j'ai à lui donner? D'aller discuter avec des chercheurs. D'accord. Et des chercheurs de différentes disciplines scientifiques. Voilà, ça peut être des chercheurs sur l'innovation, donc en sciences de gestion, en sciences de l'innovation, en anthropologie, en biologie, en écophysiologie. Donc vraiment d'aller. Parce que après chaque discipline a ses. Alors, juste pour introduire ma réponse, c'est que bien sûr il y a des démarches scientifiques qui sont les mêmes pour les disciplines, mais chaque discipline a quand même ses spécificités. Donc un chercheur, moi en sciences de l'innovation, je ne vais pas faire tout à fait la même recherche qu'un biologiste ou qu'un chimiste. Donc je dirais aux jeunes de 20 ans, comme vous dites, d'aller discuter avec des chercheurs, lui poser toutes les questions possibles sur le métier, sur le quotidien d'un chercheur, pour comprendre vraiment toutes les spécificités du métier de chercheur. Ça c'est important. Vraiment d'aller discuter, d'aller au contact des personnes qui font ce métier-là. Je pense que c'est déjà une initiative importante. Parce que quand vous faites de la recherche et que vous ne savez pas trop ce que c'est, il faut comprendre ce que c'est une démarche scientifique. Tout le monde n'a pas forcément, peut-être n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir adopter une démarche scientifique dans la vie professionnelle de tous les jours, parce que c'est vraiment des codes, des critères qui certains encore moi me disent c'est compliqué d'adopter cette démarche-là parce qu'il y a différentes choses à prendre en compte. Voilà, il faut rédiger des articles, il faut aller regarder ce que font ailleurs d'autres laboratoires pour faire la même chose ou pour s'inspirer. Donc il y a vraiment une démarche. Voilà. Donc déjà, je dirais aller discuter avec des chercheurs de différentes disciplines, ça c'est important. Et puis ensuite, une fois qu'on a été discuté, moi, si je reprends mon cas, c'est de s'entourer des meilleures personnes qui puissent être là pour pouvoir mener sa recherche. C'est-à-dire des personnes qui maîtrisent le sujet, qui maîtrisent votre discipline, qui peuvent vous apporter vraiment tous les conseils, toutes les compétences nécessaires à mener une recherche, parce qu'au début, la recherche, c'est très compliqué quand vous arrivez dans la recherche. Vous arrivez dans vous arrivez dans un monde nouveau qui n'est pas forcément commun. Et donc, il y a beaucoup de codes à acquérir. Et donc, le fait de s'entourer des personnes qui connaissent et qui font ça au quotidien, ça rassure et ça facilite. Ok. Et que pensez-vous de l'état du métier en question dans le milieu forestier? Alors, l'état du métier, je trouve qu'il y a beaucoup de recherches, en forêt au niveau international. On trouve beaucoup. Alors même s'il y a des sujets qui sont plus explorés que d'autres, mais ça c'est comme je pense dans toutes les disciplines, ça doit être comme ça. Il y a des gros pôles de recherche vraiment très très performants. Nancy, nous à Nancy on est on en est un sur la forêt avec Tunrae, AgroParisTech. Je veux dire, il y a beaucoup de compétences qui sont à Nancy. Vous avez Bordeaux aussi, voilà, en France par exemple, Orléans, voilà, et j'en oublie d'autres, mais il y a vraiment des. Voilà, puis j'en oublie aussi d'autres à l'international, d'autres en France, mais c'est quelques exemples. Voilà, je trouve qu'on essaye d'avancer au niveau de la recherche, au niveau des connaissances le plus rapidement possible, même si la recherche ça prend du temps. Et aujourd'hui dans le monde pratique, on n'a pas forcément le temps, parce qu'avec le changement climatique qui va très vite, les praticiens aimeraient des réponses là, maintenant. Et nous on sait qu'en recherche, pour donner des réponses, il nous faut plus d'années. Donc je dirais qu'il y a des recherches de qualité, mais qui prennent du temps, parce que c'est aussi une des spécificités de la recherche, c'est que ça prend du temps avant d'avoir des résultats robustes. Et donc voilà, nous c'est ce qui fait ce décalage avec la pratique, alors que la pratique voudrait des réponses tout de suite. Donc voilà. Donc je dirais que l'État, pour répondre à la question, l'État est très bon, voilà, comme je viens d'expliquer. Maintenant il faut qu'on arrive à un maximum pas de nouer, mais de se rapprocher
de se rapprocher ou plutôt d'apporter peut-être plus rapidement des réponses aux praticiens, même si on sait que c'est très compliqué pour nous chercheurs, parce qu'on a besoin de temps. Ok, vous parliez justement de l'international, et pour vous, quelle est la place de la France dans la recherche à l'international? Alors, c'est une question qui est super large, ça dépend des disciplines. Moi, je ne vais pas pouvoir répondre parce que je ne connais pas toutes les disciplines. Par contre, pour la forêt, la France a des collaborations à l'international sur des sujets forestiers, que ce soit avec l'Amérique du Nord, avec l'Amérique du Sud, en Europe, avec l'Asie. Donc la France a des collaborations internationales au niveau de la forêt. Je parle. C'est un des pays en Europe qui a une plus grosse surface forestière, qui est un acteur important. Voilà, même s'il y a quelques difficultés, il y a bien sûr, tout ne fonctionne pas comme on pourrait imaginer, mais parce que voilà, il y a différentes tensions, il y a différents enjeux divergents, qui font que des fois ça pourrait mieux fonctionner. Mais en tout cas, la France au niveau forêt a une place importante, et parce que au niveau de la recherche forestière, parce qu'en France on a aussi beaucoup de contextes forestiers différents qui permettent de mener beaucoup de recherches dans différents types de forêts, et donc de pouvoir aussi diffuser les résultats derrière à d'autres pays. C'est pour ça que les publications, les conférences, elles sont importantes. Et puis la France aussi a une place importante aussi parce que on a aussi une filière et une gestion forestière qui est là depuis de nombreuses années, voire des siècles, et puis on a une filière qui est structurée par rapport à d'autres. On a une filière qui fonctionne bien, qui est structurée, donc voilà ce que je peux dire sur plutôt la forêt, parce que moi c'est plutôt mon domaine. Quels sont les pôles de recherche majeurs en écologie forestière en France et à l'étranger? Un peu plus ou moins répondu. Oui, moi, encore une fois, moi je connais pas tout, parce que je suis jeune chercheur, mais en tout cas, il y a Nancy, il y a Bordeaux, il y a Orléans, avec lesquels moi je travaille et qui vraiment produisent de la recherche. On a beaucoup de collaborations avec ces pôles-là. Après, au niveau international, alors plutôt vous avez, peut-être pas je vais peut-être pas citer des pôles en particulier, mais vous avez vraiment des recherches très importantes en Scandinavie, en Allemagne, en Autriche, en Europe on va dire, mais avec des pays peut-être plus avancés que d'autres. Il y a l'Amérique du Nord aussi, qui a beaucoup de publications, l'Asie. C'est à peu près les pôles principaux. Mais après, dans de nombreux pays, vous allez retrouver de la recherche forestière. Je veux dire, chaque pays a ça. Au Brésil, par exemple, vous avez aussi d'ailleurs, AgroParisTech a des partenariats avec des universités au Brésil. Chaque pays a quand même son pôle de chercheurs, on va dire en sciences forestières. Alors, en fonction des pays, ça peut représenter des effectifs différents. Moi, je connais pas les pays par cœur au niveau de la recherche forestière, mais après vous avez quand même des pays qui sont plus avancés, mais où il y a une culture de la recherche en sciences forestières qui est plus importante. Ok. Et dans le contexte actuel, qu'est-ce qui mériterait d'être traité, approfondi pour améliorer les choses? Alors, qu'est-ce qui mériterait en tout cas, c'est déjà traité actuellement, mais nous aujourd'hui, ce qu'on a besoin, tout à l'heure, comme je disais, c'est l'adaptation des forêts. Donc ça, c'est vraiment un sujet où il faut, encore une fois, je parle vraiment de sciences forestières, c'est vraiment, il faut mettre vraiment l'accent dessus parce qu'on a besoin de réponses. Comment on diversifie les forêts, avec quelles essences seront adaptées, comment on peut
modifier les pratiques pour pouvoir adapter nos forêts. Voilà, voilà, je pense qu'il faut encore accentuer la recherche sur l'adaptation des forêts au changement climatique. Ça, c'est primordial. Ok. Du coup, il y a quelques petites questions pour conclure. Oui. Avez-vous un conseil pour les jeunes générations? Un conseil pour les jeunes générations. Alors, bon, encore une fois, je vais peut-être me baser, je vais me baser sur mon parcours, parce que, encore une fois, c'est ce que je connais le mieux. Je pense qu'il faut, voilà, moi ce que j'ai fait ce que j'ai pas dit aussi, c'est aussi un conseil que je leur donne. En fait, je pense que j'ai un conseil global, mais moi mon métier, je l'ai dit, c'est une passion. Et moi, tous les jours, je prends un super plaisir à aller au travail. C'est-à-dire que je me lève tous les jours, je suis content d'aller au travail et je sais que je vais faire plein de choses dans la journée. Je vais toucher à beaucoup de sujets. Dans la journée, on peut traiter 10-15 sujets différents parce qu'on va traiter 4 projets de recherche. On va ensuite faire des réunions sur des comités de sélection, ensuite donner un cours, ensuite je vais venir en forêt. Voilà. On peut traiter. Voilà. Ça, moi, c'est voilà. Moi, c'est quelque chose qui me donne de l'envie d'aller au travail, parce que justement il y a on va dire une stimulation un petit peu intellectuelle qui me permet de voir plein de sujets, d'apprendre plein de choses, etc. Donc ça, c'est plutôt personnel. Après, pour les jeunes générations, pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que pour en arriver là, c'était une passion. Mon métier, c'est vraiment une passion. La forêt, c'est une passion. Et donc, faire un métier en lien avec sa passion, je pense que c'est plus facile après derrière. Bon, du coup, il y avait une petite dernière question. Avez-vous un livre à conseiller? Un livre à conseiller? Oui. J'ai pas forcément de livre à conseiller, mais je dirais que je dirais que le meilleur livre, enfin en tout cas pour moi, le meilleur livre qui a été, c'est, je l'ai dit tout au long un peu de l'interview, mais le meilleur livre qui a été, ça a été de discuter avec des personnes qui avaient la connaissance en fait. Et c'est pas forcément un livre, mais pour moi, mis bout à bout, ça fait plusieurs chapitres dans un livre qui est imaginaire, mais que on va dire que j'ai rédigé mon propre livre un peu imaginaire en allant discuter avec beaucoup de personnes. Et c'est ce qui m'a permis d'être là, de faire le métier là aujourd'hui. Voilà. Et surtout des personnes au profil varié. Ça, c'est important. Et moi, je dirais aussi, pour faire le lien avec la question précédente, c'est que d'avoir discuté avec différentes personnes, d'avoir lu aussi des livres, bien entendu, ça me permet de me faire mon opinion, de me faire ma vision des choses. Ça, c'est important. C'est-à-dire que voilà, grâce à différents avis que j'ai pu prendre dans différentes situations et à différentes personnes, je peux me faire ma propre vision des choses ouais, ça, c'est important aussi. C'est important aussi d'avoir une vision, mais qui s'inspire de plein d'autres.